Alors bravo Anaël, bravo Kim, bravo Emmanuel. Bon. Alors, je reviens sur les résultats par question. La première soirée mathématique de Lyon a été donnée alors ce n'était pas en 1729, ce n'était pas en 2021. Bon, et par contre, entre les trois autres, c'était plus serré, c'était 2012 la bonne réponse. Voilà. Si vous étiez allé voir, là, il y avait la réponse continue dans la petite vidéo qui accompagnait la question. Mais bon. Voilà. Lequel de ces mathématiciens n'a jamais donné d'exposé au SML? Alors, je pense que ces noms peuvent vous dire quelque chose pour certains d'entre eux. Et donc là, c'était une question assez difficile. Et la bonne réponse était Daniel Perrin. Alors, on s'en fiche de ça. La bonne réponse était Daniel Perrin. Daniel Perrin, qui se trouve, va donner une conférence en 2022. Donc il n'a pas encore donné, mais il est au programme de cette année. Et tous les autres, Étienne Gilles, Francis Clark, Vaughan Jones et Cédric Vellani, ont déjà donné un exposé des années précédentes. Alors, la troisième question, c'était sur les soirées mathématiques de Lyon et YouTube. Alors il semble y avoir un petit bug ici. Non, ça devrait être 18, ça, ici. À l'origine, les soirées mathématiques de Lyon étaient présentes sur YouTube, mais uniquement pour faire proposer des petits trailers pour donner envie de venir aux conférences. Maintenant, il n'y a plus besoin de faire de petits trailers. On voit que vous avez envie de venir, donc c'est une très bonne nouvelle. Et par contre, il se peut que vous ratiez les conférences, auquel cas, vous pouvez les revoir sur YouTube. Et il y en a 18 qui sont déjà disponibles. Donc c'est depuis 2016 qu'on peut retrouver les conférences sur Internet. Et donc on a déjà 18. Et puis à la fin de l'année, ça en fera peut-être, il y aura peut-être 5 de plus, il y aura peut-être 23 à la fin de l'année disponibles sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas. Au cas où vous auriez raté certaines de ces 18 conférences, vous pouvez aller les revoir en différé. Enfin, la dernière petite question, c'était sur la bonne réponse, c'était le plaisir et l'honneur. Et je passe dessus. Certains la reconnaîtront, cette chose-là. Voilà pour le petit quiz. Je voulais profiter aussi de cette reprise des soirées mathématiques de Lyon pour présenter un peu toute l'équipe qui organise ces soirées mathématiques de Lyon. Et ces soirées sont une coopération entre 5 partenaires, 5 établissements. Et tous les établissements sont représentés dans l'équipe organisatrice. Alors déjà, ici, on est à l'INSA. À l'INSA, c'est Elsa aussi qui... On peut la remercier ce soir en particulier. Ensuite, il y a, pas très loin d'ici, il y a l'Université Lyon 1, qui est représentée par Vincent et Régis. Vincent Borelli et Régis Garçon. Donc, Vincent qui était un des grands initiateurs des soirées mathématiques. Voilà, le grand initiateur. Voilà. Alors, ensuite, il y a le lycée du Parc avec le professeur de maths que vous aurez reconnu, Denis Choimet. Il y a l'école centrale de Lyon qui accueillera d'ailleurs la prochaine soirée en décembre avec Christophette. Et Emmanuel Jacob de l'ENS. Avec également Clément Delaïra, mais qui est à la porte là-bas, qui contrôle les passes. Bon, je laisse Elsa présenter la soirée d'aujourd'hui. Donc bonjour à tous et merci d'être venus.
pour la reprise des SML. Ça fait plaisir de voir une salle comble, pour une fois. Non, pour une fois, c'est-à-dire à cause du Covid, hein, pas parce que c'est vide d'habitude. Alors, ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir 2 enseignants-chercheurs en statistique, l'un à l'INSA, l'autre à l'Université Lyon 1, Jean-Baptiste Lyon 2, pardon, Lyon 2, excuse-moi, Jean-Baptiste Aubin, Antoine Roland, pour la conférence « Les mathématiques au secours de la démocratie ». Alors, à noter que Jean-Baptiste était ancien directeur de la MMI, la Maison mathématique de l'informatique, et Antoine Roland a reçu le prix Tangente du meilleur article en 2019. Donc, c'est pas rien. Je leur laisse la parole. La conférence durera à peu près 1 heure. On laissera un petit peu place aux questions ensuite, si vous avez des questions. Et puis, nous vous annoncerons les prochaines conférences à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs, à la MMI, à l'INSA, particulièrement de nous accueillir ce soir. Et merci Emmanuel pour ce petit vote où on a vu que la majorité avait raison, et ça nous embête un peu parce que tout notre exposé vise à démontrer le contraire. Mais bon, on va essayer de retomber sur nos pattes. Voilà, on vient d'apprendre là, qu'en fait on avait 1 heure pour nous deux, alors qu'on pensait avoir 1 heure chacun. Et vous avez échappé belle, parce qu'en plus, normalement, au départ, on devait être 4 pour cet exposé. Donc réjouissez-vous, le buffet aura lieu dans 1 heure et pas dans 4 heures. Voilà. Donc voilà, moi je suis Antoine Roland, effectivement, je suis enseignant-chercheur à Lyon 2, et avec Jean-Baptiste, on vous propose cette petite conférence en 2 temps. Premier temps, c'est pour vous démoraliser complètement et vous dire que la démocratie ne peut pas exister. Et puis, dans un second temps, Jean-Baptiste le Sauveur viendra vous dire qu'il y a quand même des pistes d'espoir. Voilà, et c'est le travail qu'on vous présente ce soir, on l'a fait donc en collaboration étroite avec Samuela et Irène qui sont ici et que vous pouvez applaudir tout de suite. Alors, l'histoire des votes, donc voilà, on va vous parler de vote. Quand on parle de démocratie, en fait, on va réduire très très vite le sujet, effectivement, à la démocratie élective, aux élections, au vote, et pour vous dire que c'est un sujet où les mathématiciens sont relativement actifs depuis plus de 300 ans, et en particulier les travaux fondateurs en mathématiques et mathématiques publiés par Jean-Charles de Borda et le marquis de Condorcet, siècle des Lumières, 1783, légèrement avant 1789, une envie déjà de s'exprimer et de faire s'exprimer le peuple transparaissait dans leurs travaux. Et c'est les deux qui ont commencé à réfléchir, à dire qu'est-ce que ça veut dire en fait élire quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme processus de vote et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme propriété mathématique derrière ces processus de vote, est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, etc. Et puis c'est une question qui a traversé les siècles. Et c'est une question qui peut se poser encore aujourd'hui et qui est toujours d'actualité. Alors il y en a qui prennent plus ou moins de distance avec cet espoir qu'on a de faire représenter l'avis du peuple dans une élection. Voilà, je ne dirai pas lesquels dans l'image. Il y a d'autres épisodes, dire que les plus anciens d'entre nous ont connu de résultats relativement étonnants dans des élections récentes sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, la maîtrise du processus de vote, et pas seulement de l'avis des électeurs, peut largement influer sur le résultat des élections, et c'est ce qu'on va voir dans le petit exemple qui est ici. Voilà, on m'a dit qu'on était à l'INSA, alors imaginez que le BDE de l'INSA veuille organiser un concert, maintenant qu'on a le droit avec le Covid, et ils ont présélectionné 5 artistes de renommée nationale, voire internationale. Voilà, Angèle, qu'on va appeler le candidat A, Big Flo, qu'on appellera donc le candidat B, Columbine avec le candidat C, Diams avec le candidat D, et Eddie de Pretto qui représente le E. Et s'il vous plaît, faites écouter ça à Jean-Baptiste de temps en temps, parce qu'il ne connaissait pas tout le monde. Voilà.
Alors le BDE de l'INSA, c'est 15 personnes. Enfin, 17 personnes. 15, 17 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Non, c'est ça. 15 personnes. Enfin, pour ma démonstration, en tout cas, ça sera 15 personnes. Et ces 15 personnes, on va leur demander qui ils préfèrent dans les artistes ABCDE. Et on suppose que chaque personne du BDE est capable de classer par ordre de préférence ces artistes. Et certes, il y a 120 classements possibles, mais finalement, par le jeu des préférences, etc., on s'aperçoit qu'il n'y a que 6 groupes de personnes, enfin que certaines personnes partagent les mêmes préférences, et finalement, on peut classer les préférences dans 6 groupes différents, 6 options que j'ai nommées, donc O1, O2, O3, O4, O5, O6, O options. Et donc, comment se lit ce tableau ? Eh ben, il y a 4 votants qui préfèrent Angèle à Diams, qui préfèrent Diams à Columbine, qui préfèrent Columbine à Eddie de Pretto, et qui préfèrent enfin Eddie de Pretto à Big Flo et Oli. Et ça, c'est les 4 votants de l'option 1. Pareil pour l'option 2, alors eux, c'est des fans de Big Flo, et après, ils préfèrent Columbine, Diams, Eddie de Pretto, et par contre, ils abhorrent Angèle. Et donc la question maintenant qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait, à partir de ces préférences, pour élire le chanteur préféré du BDE, et donc permettre le choix de la personne qui va venir chanter au festival. Donc vous voyez, c'est exactement la situation modélisée qu'on peut transposer dans des élections, typiquement des élections politiques, où on suppose que chaque électeur va avoir un classement personnel sur les différents candidats et qui va être capable, en tout cas, ce qui est raisonnable, c'est d'expliciter le début de son classement, peut-être un petit peu moins la fin quand il y a 15 ou 16 candidats à une élection, mais en tout cas, c'est raisonnable de penser que chacun, on peut classer jusqu'à 5 candidats par ordre de préférence. Et donc la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va agréger ces préférences individuelles en une préférence collective. Alors, le premier mode de scrutin que vous connaissez, c'est le mode de scrutin à un tour. Chacun met un bulletin dans l'urne de son candidat préféré, et celui qui est élu, c'est celui qui a la majorité, ou en tout cas qui a le plus grand nombre de voix. C'est exactement le mode de scrutin qui permet d'élire les députés au Parlement anglais, par exemple. Ou dans d'autres... dans certains pays, on élit le président au suffrage universel à un tour. Et bien ça, c'est celui-là. Alors ici, comment ça fonctionne ? A à 5 voix, les 4 voix de ceux qui pensent comme O1 et la voix de celui qui tout seul a pensé comme O6. B à 4 voix, E à 3 voix, D à 2 voix et C à une seule voix. Et donc, c'est bien A qui est choisi parce que c'est elle qui a le plus de voix au premier tour. Alors en France, on est un tout petit peu... On est dans la majorité des pays qui élisent un président, on est un petit peu plus complexe et on se dit qu'en fait... au premier tour, on choisit, et au deuxième tour, on élimine, et donc on va faire un deuxième tour, justement. Et donc là, qui est qualifié pour le deuxième tour ? Les deux qui ont le plus de voix au premier tour. Donc, A, ici, à 5 voix, B, à 4 voix, ils sont qualifiés pour le deuxième tour, et puis on suppose que si votre candidat préféré n'est pas au deuxième tour, vous allez vous reporter sur votre deuxième choix. Et si même il n'y a pas votre deuxième choix, vous allez vous reporter sur votre troisième choix, etc., etc. Et donc, au 4, au 5... enfin, au 3, au 4 et au 5, qui n'ont plus leur candidat qualifié au deuxième tour, vont voter dans leur ordre de préférence. Et comme les 3, ils préfèrent B à A, et à la fin, au deuxième tour, A n'aura pas gagné de voix supplémentaire. Par contre, B aura gagné 6 voix supplémentaires et donc va gagner l'élection à 2 tours. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. Donc déjà, on voit que le candidat du premier tour n'est pas le candidat du deuxième... Enfin, le candidat vainqueur au scrutin majoritaire à un tour n'est pas le vainqueur du scrutin majoritaire à 2 tours. Je vous ai parlé du marquis de Condorcet tout à l'heure. Lui, il avait une intuition qui était de dire finalement le meilleur candidat, celui qui devrait gagner l'élection, c'est celui qui est préféré à chacun des autres si on les fait combattre 2 à 2. Un genre de duel, un championnat si vous voulez. On regarde, pour chaque paire de candidats,
lequel est préféré à l'autre par l'ensemble des votants. Et puis, s'il y a une personne qui est préférée à toutes les autres, eh bien, c'est elle qui doit être notre vainqueur final. C'est ce qu'on appelle le vainqueur de Condorcet ou le candidat de Condorcet dans la littérature. Et donc ici, on peut regarder un duel. Alors, par exemple, le candidat C contre le candidat B. C est préféré à B par les 4 de l'option 1, par les 2 de l'option 4, par les 2 aussi des options 5 et 6. Donc ça fait 4 plus 2 plus 1 plus 1. Ça fait 8 candidats qui vont voter pour C. Et combien vont voter pour B ? Les 4 de l'option 2 et les 3 de l'option 3. Voilà, ça fait 7 votes pour B et 8 votes pour C si vous n'avez le choix qu'entre B et C. Et donc si vous n'avez le choix qu'entre B et C, eh bien, le candidat C va être élu. Si vous n'avez le choix qu'entre C et D, on peut faire le même calcul. Qui préfère C à D ? Eh bien, ceux de l'option O2, O3, O5. Qui préfère D à C ? Les autres, O1, O4, O6. Mais O2 plus O3 plus O5, ça fait plus que O1 plus O4 plus O6. Et donc, c'est encore C qui gagne l'élection s'il est face à D. Alors, les plus rapides d'entre vous auront déjà vu que C gagne aussi contre A. Et C gagne aussi contre E, et donc on arrive à la fin à faire un petit tableau comme ça, qui gagne contre qui, la B gagne contre A, C gagne contre A, B, D et E, D gagne contre A, B et C, et il y a une erreur, non ? C'est ça. Il y a une erreur dans mon tableau, parce que D ne gagne pas contre C. Par contre, E gagne contre A, B et D. Voilà, donc il y a une petite croix qui ne devrait pas être là où elle est. Voilà. Et donc le candidat C remporte tous ces duels. C'est lui qu'on appelle le candidat de Condorcet. C est le gagnant de Condorcet. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de gagnant de Condorcet ? Parce que, voilà, il y en a certainement qui ont entendu parler du paradoxe de Condorcet, qui fait que le candidat de Condorcet n'existe pas forcément. À ce moment-là, certains mathématiciens ont proposé des formes de vote un peu plus élaborées qui consistent à prendre le candidat qui se rapproche le plus du candidat de Condorcet. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a beaucoup de personnes qui ont proposé des manières de résoudre l'élection, même quand il n'y a pas de vainqueur de Condorcet, mais en s'inspirant de l'esprit de Condorcet. On a parlé tout à l'heure de l'autre mathématicien du XVIIIe siècle qui a parlé de vote, c'est Jean-Charles Borda. Lui, il a proposé une autre méthode de vote dont vous avez aussi l'intuition, c'est le décompte par points. Vous allez donner 5 points à celui qui est classé premier, 4 points à celui qui est classé deuxième, 3 points à celui qui est classé troisième, 2 points à celui qui est classé quatrième et 1 point seulement à celui qui est classé dernier. Et puis vous allez additionner les points gagnés par tous les candidats et vous allez avoir le candidat qui a le plus de points en total et c'est lui qui va être élu. Donc le scrutin de Borda, c'est un scrutin qui est utilisé par exemple pour élire le maillot vert au Tour de France, où vous donnez 20 points à celui qui gagne l'étape, 15 points à celui qui arrive deuxième, etc., etc. Ou pour le championnat du monde de Formule 1, ou pour le MVP, le meilleur joueur de la NBA, etc., ou le Ballon d'Or France Football. Bref, dans le sport, on aime beaucoup faire des élections à la Borda. Ici, si je regarde toujours mon exemple, quel serait le vainqueur de Borda ? On peut calculer il y a le détail du calcul du score de B. B, il a 4 points parce qu'il y a les 4 personnes de l'option 1 qui l'ont mis en dernier. Il a 20 points parce qu'il y a les 4 personnes de l'option 2 qui l'ont mis en premier. Il a 12 points en plus par l'option 3, etc., etc. Et à la fin, il arrive à un score de 43 points. Voilà. À titre d'exercice, vous ferez les calculs chez vous. Et vous me faites confiance
pour affirmer que A a 35 points, B 43 points, C 50 points, D 51 points et E 46 points. Et donc, que dans cette configuration, le vainqueur du scrutin de Borda, c'est le candidat D. Et enfin, la démonstration ne serait pas complète avec 5 candidats si je ne vous proposais pas un 5e mode de scrutin. Et vous commencez déjà à voir où je veux en venir, hein, et à imaginer qui va gagner l'élection avec ce 5e mode de scrutin. Ce mode de scrutin, il est un petit peu moins connu que les 4 autres, hein, majoritaire à 1 tour, majoritaire à 2 tours, vous connaissez beaucoup. Borda, une fois que je vous ai dit derrière quels événements il se cachait, c'est un scrutin qui vous est familier aussi. Le candidat de Condorcet, le fait qu'il y ait un vainqueur de Condorcet, c'est un paradoxe. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas toujours un vainqueur de Condorcet, c'est un paradoxe qui est connu. Le scrutin par élimination, il est peut-être un petit peu moins connu. Il s'appelle aussi le scrutin des chaises musicales. Il existe hein, dans plusieurs endroits, je crois en particulier au Parlement irlandais et pour le vote du Sénat australien de mémoire. Et il a été longtemps en vigueur dans le parti Europe Écologie Les Verts aussi pour élire les instances. L'idée c'est à chaque tour on ne garde pas celui qui a le plus de voix mais on élimine celui qui a le moins de voix comme aux chaises musicales. Et donc là au premier tour qui a le moins de voix c'est C qui a eu un seul vote pour lui au 5 donc au revoir C. On supprime C des choix et puis on recommence. Au deuxième tour, donc le candidat qui avait voté pour C va se reporter sur E. Et donc celui qui a le moins de voix, c'est D maintenant. On supprime D du choix des possibles. Et les deux qui avaient voté pour E, pour D jusqu'à maintenant, vont se reporter sur leur deuxième choix qui est E. Troisième tour, celui qui a le moins de voix, c'est B maintenant. Donc on élimine B. Et il ne reste plus en lice que A et E. Et oui. Alors, dans une version antérieure de cette conférence, j'avais un exemple à 10 000 votants et je l'ai réduit et simplifié pour arriver à 15 votants. Mais visiblement, il y a une diapo qui a échappé à ma relecture pourtant très attentive. Donc A a 5 voix et c'est E à 10 voix. Et donc E est gagnant de l'élection avec 10 voix contre A. Et donc voilà le petit tour introductif où on voulait en venir. Avec le scrutin majoritaire à 1 tour, Angèle est choisie. Avec le scrutin majoritaire à 2 tours, Big Flo et Oli sont choisis. Avec la méthode de Condorcet, c'est Columbine qui est choisie. Diams arrive à gagner l'élection grâce à la méthode de Borda. Et enfin, le scrutin par élimination voit Edith de Pretto choisie. 5 candidats, 5 méthodes de vote, 5 vainqueurs différents. Autrement dit, si vous maîtrisez avec les mêmes préférences, autrement dit, si vous maîtrisez le système de vote, vous maîtrisez le vainqueur de l'élection. Alors, est-ce qu'il y a des meilleurs systèmes de vote ? Alors, je dirais le bon système de vote, il voit un candidat, il est bon, il l'élit, quoi. Alors que le mauvais mode de scrutin, il voit un candidat, il est bon, il l'élit, mais c'est un mauvais mode de scrutin, voilà. Alors, c'est un peu ça la différence entre un bon mode de scrutin et un mauvais mode de scrutin. C'est comme la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. À part qu'on peut quand même aller un tout petit peu plus loin quand on fait des mathématiques. On va voir qu'il y a quand même des manières de caractériser des méthodes de vote avec des bonnes propriétés et des mauvaises propriétés. Et ça, c'est la deuxième partie de l'exposé. Jean-Baptiste, si je dure trop longtemps, tu me fais un signe discret. Donc ça, c'était l'introduction pour vous dire qu'il y a quand même anguille sous roche et que l'étude des modes de scrutin, c'est un vrai sujet, un vrai sujet mathématique qui a un vrai intérêt concret sur la démocratie, mais aussi on peut faire de la recherche et faire des maths avec les modes de scrutin. Pour ça, il faut un petit peu de formalisme.
Et voilà, ce que je disais en introduction, on peut le formaliser là. On suppose quand on fait l'étude de mode de scrutin, on suppose qu'on connaît la liste des candidats, on suppose qu'on connaît la liste des votants. On suppose aussi qu'on connaît a priori la préférence de tous les votants sur l'ensemble des candidats et que les votants sont sincères dans leurs préférences et qu'ils ne changent pas d'avis entre deux modes de scrutin. Autrement dit, on recueille les préférences d'un coup et après on applique le mode de scrutin là-dessus et il n'y a pas 2 semaines entre le premier tour et le deuxième tour d'un scrutin. Après, sinon on est obligé de faire appel à d'autres sciences telles que la science politique ou la psychologie, mais ça nous éloigne des soirées mathématiques lyonnaises. Voilà. Et ce qu'on appelle un mécanisme de vote ou un mode de scrutin, c'est ce qu'on peut appeler aussi une fonction d'agrégation, de préférence, qui, à partir d'un ensemble de fonctions de préférences individuelles, va donner une relation de préférence collective. Une relation de préférence, c'est une relation binaire qui généralement est définie comme étant transitive. Ça dépend des ordres de préférence, mais souvent elle est aussi asymétrique. Voilà. En tout cas, il y a une partie asymétrique, et il peut éventuellement y avoir une partie symétrique. Et cette fonction d'agrégation d'ordre de préférence, enfin de relation de préférence individuelle en une relation de préférence collective, eh bien on peut l'étudier comme toute fonction et puis on peut essayer de définir un certain nombre de propriétés. Alors là, je vais introduire les propriétés de manière pas trop mathématique, plutôt intuitive. Hein. Et c'était quoi le slogan ? Intuition, puis preuve, c'est ça ? Intuition, conviction, puis preuve. Moi, je vais en rester à intuition là, sur les propriétés. Et la preuve, ça sera Jean-Baptiste. Voilà. Alors ça, c'est pas les seules propriétés qui existent. Dans un bouquin de référence, Machover et Fesenthal en listent plus d'une vingtaine. Nous, on a choisi de vous en présenter 7 qui sont déjà intéressantes et qui prennent pas trop de temps à être présentées. Parce qu'on n'a qu'1 heure, je vous rappelle. Alors, quelques propriétés faciles. L'unanimité, on suppose que si tout le monde préfère A à tous les autres candidats, eh ben, ça serait bien que A soit élu. Voilà, ça c'est une propriété qui est très raisonnable. On suppose aussi, on aimerait bien en tout cas qu'il y ait l'anonymat. C'est-à-dire que tous les votants soient égaux et qu'on ne dise pas que la voix d'un tel compte double ou la voix d'un tel compte triple. Ça, c'est pour les modes de scrutin qu'on va étudier ici, mais c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours souhaitable. Hein. Parfois, dans certaines associations, vous avez la voix du président qui compte double en cas d'égalité. Au Conseil de l'Europe, les pays européens ont un nombre de voix qui est proportionnel à leur population, par exemple, pour le vote à la double majorité qualifiée. Donc, voilà, nous, ici, on va étudier que les propriétés, que les méthodes de vote qui respectent cet anonymat et qui respectent aussi la neutralité, c'est-à-dire qu'on traite tous les candidats de la même manière. On ne suppose pas qu'il faille un tiers des gens d'accord pour élire le candidat A et la moitié des gens d'accord pour élire le candidat B. Tous les candidats on doit être neutre par rapport aux candidats. Je passe très légèrement aussi sur la question des ex-aequo, parce qu'il y a évidemment, quand on fait des votes, des moments où il y a une situation qui est parfaitement symétrique, où il y a des ex-aequo. À ce moment-là, on fait appel généralement à d'autres méthodes de départage que le pure méthode de vote. Et là encore, on sort du cadre des mathématiques. Par exemple, dans les assemblées départementales en France, où vous avez un nombre pair d'électeurs, eh ben, c'est en cas d'égalité, c'est le candidat le plus âgé qui est réputé être élu. Voilà, donc on est obligé de sortir de la procédure pure. Enfin, troisième propriété qui est vérifiée par tous les modes de scrutin qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'est l'universalité, c'est-à-dire que vous avez le droit de penser ce que vous voulez et vous avez le droit d'avoir l'ordre de préférence sur les candidats que vous voulez. Voilà. On est dans un pays libre. Alors, en vrai, c'est pas une question de pays libre. En vrai, c'est une question de savoir s'il y a un ordre sous-jacent sur les candidats ou pas. Et par exemple, il y a des méthodes de vote qui marchent très bien
si vous supposez que les candidats se répartissent suivant un axe gauche-droite. C'est-à-dire qu'on peut les mettre sur une ligne et que votre ordre de préférence doit être compatible avec la manière dont les candidats se mettent. Vous avez le droit d'être où vous voulez sur la ligne, mais les candidats vont de l'extrême droite à l'extrême gauche et il faut que vous ayez des préférences cohérentes avec cet ordre-là. Voilà. Ça, c'est un cas où il n'y a pas universalité des préférences. Voilà. Mais nous, ici, les 5 méthodes de vote qu'on a vues sont tout à fait compatibles avec l'unanimité, l'anonymat et l'universalité. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que nos méthodes de vote, elles ne sont pas forcément compatibles avec le fait qu'on veuille que le vainqueur de l'élection, ça soit celui qui est capable de battre tous les autres candidats en tête-à-tête, c'est-à-dire le vainqueur de Condorcet. Alors on l'a vu parce que une des méthodes de vote que je vous ai proposées, c'est justement celle qui permet d'élire le vainqueur de Condorcet, et donc les 4 autres, elles échouent à ça. Or, c'est généralement considéré comme une bonne propriété, cette propriété du vainqueur de Condorcet, parce que ça veut dire que vous n'aurez jamais une majorité pour réfuter le vote. Jamais il y aura une majorité d'électeurs qui va dire un tel a été élu, mais nous, on vote majoritairement pour un autre candidat. Ce qui serait dommage et ce qui saperait un peu l'élection. Mais ce qui peut tout à fait arriver, et ce qui est déjà arrivé dans l'histoire de France récente, à certainement au moins deux épisodes. En 1988, pardon. Je dis 88 comme si vous étiez tous nés au XXe siècle, mais non. En 1988, il y avait François Mitterrand, Jacques Chirac et Raymond Barre qui étaient candidats. Et les sondages de deuxième tour disaient qu'un deuxième tour, François Mitterrand, Raymond Barre aurait gagné l'élection. Un deuxième tour, Jacques Chirac, Raymond Barre aurait gagné l'élection. Mais Raymond Barre, qui était maire de Lyon, donc à l'époque, est arrivé 3e du premier tour et donc n'a pas été qualifié. Voilà un candidat de Condorcet qui n'a pas été élu par le scrutin majoritaire à 2 tours. Et on dit qu'en 2007, avec Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et François Bayrou, la situation était à peu près identique et que François Bayrou aurait été certainement le vainqueur de Condorcet. C'est-à-dire qu'il aurait certainement gagné face à n'importe quel autre candidat, mais il n'a pas été élu, il n'a pas été parmi les 2 premiers du premier tour. Voilà. L'autre problème du vainqueur de Condorcet, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'il n'existe pas forcément. Mais alors, il y a pire que le vainqueur de Condorcet, il y a ce qu'on appelle le perdant de Condorcet, c'est-à-dire le candidat qui va être battu par n'importe quel autre candidat en face à face, mais qui va quand même remporter l'élection. Alors là, vous dites, non, ça c'est quand même pas possible. Eh bien si. Si c'est possible, ça s'appelle le scrutin majoritaire à 1 tour. Le scrutin majoritaire à 1 tour a l'amusante particularité de permettre d'élire le candidat le plus détesté du paysage politique. Et je ne résiste pas au fait de vous citer une petite anecdote de 2012 qui se passe au Sénégal. Au Sénégal, le président sortant de l'époque s'appelait Abdoulaye Wade, et en face de lui, il avait une quinzaine de concurrents qui s'étaient mis d'accord pour faire un front tout sauf Wade. C'est-à-dire, ils disaient, peu importe celui d'entre nous qui sera au 2e tour contre Wade, on est tous d'accord pour se ranger derrière lui. Et donc, dans les sondages, Wade est décrédité de 25% des voix à peu près, et l'ensemble des 15 autres, de manière très émiettée, avaient les 75% des voix restantes. Mais il n'y en avait pas un qui dépassait 15%. Donc Wade était sûr d'arriver en tête au premier tour, et sûr de perdre au 2e tour si le front tout sauf Wade marchait, et le fait est qu'il a marché. Et donc la solution c'était quoi ? La solution c'était de demander un changement de constitution pour passer d'un scrutin majoritaire à 2 tours à un scrutin majoritaire à 1 tour. Voilà. Mais heureusement, les Sénégalais avaient assisté à une version antérieure de cette conférence et ne se sont pas fait avoir. Ils sont descendus dans la rue, ils ont refusé cette réforme unique de la Constitution. La réforme n'est pas passée, le scrutin a été à 2 tours. Le perdant de Condorcet n'a pas été élu et c'est un autre candidat qui a montré que la démocratie sénégalaise était en bonne santé à l'époque. Autre propriété. Donc là, vous voyez, le vainqueur de Condorcet, le perdant de Condorcet, c'est des propriétés qui sont
qui sont souhaitables, mais ni le scrutin majoritaire à 2 tours, ni le scrutin majoritaire à 1 tour ne les vérifient. Autre propriété, la monotonie. Vous dites, si quelqu'un est élu et qu'il y a encore plus de monde qui vote pour lui, ça serait bien qu'il continue à être élu. Ben regardez ce petit exemple. Voilà. Donc là, on a 3 candidats A, B, C. Au premier tour, A a 6 voix, B a 6 voix, C a 5 voix. Donc on a un deuxième tour A contre B. A a 11 voix, B a 6 voix, donc A est élu. Ok. A est élu, mais il se dit quand même, c'est chaud pour moi, 6 voix au premier tour, B a 6 voix aussi, C a 5 voix, ce n'est pas très loin, je vais aller convaincre des électeurs de B, qui est mon candidat de deuxième tour, de voter pour moi. Et donc il arrive, au terme d'une campagne efficace, à faire changer d'avis les deux qui sont ici. Voilà. Et qui finalement votent pour lui. Donc je vous rappelle, hein, A a été élu contre B. Il arrive à convaincre 2 électeurs de B de voter pour lui, finalement. Que donne cette nouvelle situation? Dans cette situation, A a 8 voix au départ, C a 5 voix, B a 4 voix. Et donc le deuxième tour n'est plus A contre B, mais A contre C. Et là, C a 9 voix, alors que A a 8 voix. Et donc c'est C qui est élu. Donc A devait être élu, il essaye d'avoir encore plus de monde qui vote pour lui, il a encore plus de monde qui vote pour lui, et il n'est pas élu. Ça, c'est quand même un petit peu embêtant, quand pour être élu, il faut surtout convaincre des gens de ne pas voter pour vous. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé en France, en 2002. Je vous rappelle la situation d'avril 2002. Jacques Chirac, Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen étaient en tête des intentions de vote au premier tour. Les sondages de deuxième tour disaient que Jospin allait certainement gagner contre Chirac au deuxième tour, qu'il y avait en tout cas une possibilité, que c'était pas acquis, mais en tout cas que le deuxième tour Chirac-Jospin aurait été très serré. Et donc il y avait une vraie possibilité pour que Jospin remporte le deuxième tour. Et donc, est-ce qu'il valait mieux pour Jacques Chirac aller convaincre les électeurs de Le Pen de voter pour lui ou pas? Eh bien en fait, non. Il valait mieux pour Jacques Chirac de convaincre certains de ses électeurs d'aller voter Le Pen pour être au deuxième tour face à Jean-Marie Le Pen et donc gagner par 80% des voix, ce qui s'est passé, plutôt que d'aller convaincre des électeurs de Jean-Marie Le Pen de voter pour lui et de se retrouver au deuxième tour face à Lionel Jospin avec un scrutin beaucoup, beaucoup plus incertain. On se plaît dans certains milieux à dire que c'est effectivement ce qui s'est passé et que Jacques Chirac aurait effectivement donné quelques instructions pour que quelques personnes, alors pas trop, hein, parce que si c'est trop, après c'est vous qui êtes plus qualifiés, mais en tout cas qu'un nombre suffisant de personnes aillent voter Jean-Marie Le Pen, parce qu'il vaut mieux se retrouver au deuxième tour face à ce candidat que face à Lionel Jospin. Donc voilà, le scrutin majoritaire à 2 tours ne respecte pas la propriété de monotonie, et ça c'est quand même très embêtant. Alors, encore un exemple, la consistance au rassemblement. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez un mode de scrutin qui va élire quelqu'un dans deux collèges différents. Hein, ici, on a 26 personnes qui sont séparées dans 2 groupes, avec les préférences qui sont au tableau. Et avec le scrutin par élimination, dans le premier groupe, on a A qui est préféré à C et puis préféré à B. Et dans le deuxième groupe, on a A qui est préféré à B et préféré à C. Donc, dans chacun des 2 groupes, A est élu avec le scrutin par élimination. Donc, dans le premier groupe A est élu, dans le deuxième groupe A est élu. On s'attend à ce que quand les 2 groupes sont ensemble, A soit élu aussi. Et bien évidemment, c'est l'inverse qui se passe. Quand vous rassemblez les 2 sous-groupes en un seul groupe, ce n'est plus du tout A qui est élu, mais c'est B qui est élu. Donc ça, c'est un petit peu embêtant si la manière dont vous comptez les voix, en séparant par groupe ou en faisant tout le monde ensemble, vous amène à un résultat différent. Vous imaginez, élection présidentielle en France,
on vote par département, c'est A qui est élu, mais finalement, on décide de compter tout le monde ensemble en France entière, c'est B qui est élu. C'est pas très stable hein, comme mode de vote. Et bien ça, c'est une propriété qui n'est pas vérifiée par le scrutin par élimination, comme le montre le petit exemple. Enfin, je vous avais promis 5 modes de scrutin. Pour l'instant, on a vu une propriété qui n'est pas vérifiée par le scrutin majoritaire à un tour, une qui n'est pas vérifiée par le scrutin majoritaire à 2 tours, une qui n'est pas vérifiée par le scrutin par élimination. Là, on va avoir une petite propriété qui n'est pas vérifiée par le scrutin de Borda. C'est ce qu'on appelle l'indépendance, ou indépendance vis-à-vis de chacun des candidats. En fait, si vous n'avez que 3 candidats A, B et C, comme dans le tableau de gauche, vous avez A qui est élu avec 34 points, devant B avec 30 points, et C doit avoir 11 et 20 points. Par contre, si vous rajoutez un 4e candidat, D, qui n'influe pas du tout sur le score final, vu qu'il n'est jamais choisi en première position par personne, il est même choisi en dernière position par une très grande majorité des gens. Mais le simple fait que ce candidat soit présent change la donne et fait que B est élu avec 44 points devant A avec 43 points. Donc vous êtes B, vous voulez être élu face à A, vous n'allez pas convaincre des gens de voter pour vous, vous allez demander à un autre candidat de venir se mettre dans le jeu et vous allez être préféré à A. Alors ça, j'ai toujours une petite métaphore pâtissière pour ça. Vous arrivez chez le boulanger et vous voyez qu'il y a une tarte aux fraises et un gâteau au chocolat. Et vous dites « Ah, il y a une tarte aux fraises et un gâteau au chocolat, je vais prendre la tarte aux fraises alors. » « Ah mais non, il y a un baba au rhum aussi. Donc je vais prendre le gâteau au chocolat. » Là, vous dites « C'est pas logique. » Et effectivement, c'est pas logique. Ça s'appelle l'indépendance, enfin la dépendance vis-à-vis des autres candidats. On trouve pas ça très logique, mais c'est une propriété qui n'est pas vérifiée par le scrutin de Borda. Ni par le scrutin majoritaire à 2 tours, comme le montre ce petit tableau récapitulatif. Voilà. Un plus, c'est quand la propriété est vérifiée. Un moins, c'est quand la propriété n'est pas vérifiée. D'ailleurs, vous voyez que l'indépendance vis-à-vis de tous les candidats n'est vérifiée par aucun des modes de scrutin que je vous ai présentés. Mais que Borda s'en sort plutôt mal et compte ses Condorcet à la fin. Oui, c'est vrai que je m'aperçois que c'est un peu... C'est pas la meilleure abréviation que j'ai choisie. Mais c'est ça de faire ces slides à 19h55 pour une conférence amateur. Voilà. Donc là, arrivé à ce stade, vous dites, ouais, mais alors c'est quoi le bon mode de scrutin que l'orateur a dans sa manche et qui va nous sortir en disant, mais regardez, voilà en fait ce qu'il faudrait avoir dans la démocratie. Et bien malheureusement pour vous, l'orateur, il n'a pas ce mode de scrutin dans sa manche. Il a un théorème, un joli théorème, démontré par Kenneth Arrow au début des années 1950. Kenneth Arrow qui je crois a eu le prix de la Banque de Suède, le prix d'économie de la Banque de Suède en l'honneur d'Alfred Nobel, qu'on dit généralement le prix Nobel d'économie, pour avoir démontré que les propriétés que je vous ai présentées, en fait, elles sont incompatibles entre elles et qu'il ne peut pas avoir de mode de scrutin qui vérifie toutes ces propriétés à la fois. Donc je vous les ai rappelés rapidement, l'université, l'unanimité, l'indépendance vis-à-vis des alternatives tierces ou vis-à-vis des autres candidats. Hein. Et puis, voilà, pour être dans le cadre du théorème d'Arrow, on dit qu'il faut avoir la transitivité, c'est-à-dire si vous préférez A à B et B à C, vous espérez aussi préférer A à C, histoire de pouvoir faire un choix, parce que si vous avez un circuit de préférence, c'est pas très pratique pour savoir qui est le meilleur. Et puis, oui, vous êtes un petit peu exigeant aussi. Vous voulez pas que ça soit une dictature. Sinon, c'est facile. Hein. S'il y a une seule personne qui décide pour tout le monde, on peut avoir un système de vote. Quand il n'y a qu'un seul votant, il n'y a pas de problème, en fait. Hein. Toutes les propriétés sont vérifiées. Voilà. Mais on est un petit peu exigeant. On espère qu'il y ait plus d'un votant. Voilà. Alors, il y en a certains dans la diapo avec les photos là qui seraient pas forcément d'accord, enfin qui aimeraient bien sortir du théorème d'Arrow en faisant sauter cette 5e condition, mais pour nous, c'est pas très souhaitable. Et donc voilà, ce que dit Arrow, c'est il n'existe pas de procédure d'agrégation de préférence
qui vérifie simultanément les 5 propriétés qui étaient dans le... Donc indépendance, unanimité, universalité, transitivité et non-dictature. Alors ce théorème est abusivement présenté comme un théorème qui dit la démocratie ne peut pas exister, enfin la démocratie élective ne peut pas exister. C'est un petit peu abusif parce que c'est quand même dans un cadre très précis, mais c'est quand même un résultat qui est profondément déprimant parce que vous voyez, il n'y a quand même vraiment pas beaucoup de propriétés qui sont présentées et elles sont déjà incompatibles entre elles. Alors, on pourrait se dire laquelle je laisse tomber et c'est pas facile de laisser tomber une quand vous les regardez une par une, c'est pas facile de les laisser tomber. Et donc, voilà, on peut arrêter là. Hein, la démocratie. C'est une illusion mathématique. Ah, je crois que Jean-Baptiste veut nous dire quelque chose. Merci. C'est déprimant. Merci. Oui, alors en fait... vas-y. À bientôt. Et en fait, non, tout n'est pas perdu parce que, comme souvent, lorsqu'on pense qu'il n'y a plus de solution, peut-être que la meilleure idée, c'est de sortir du cadre. Parce que ce que dit Haro, quand on le regarde un peu plus précisément, c'est qu'il n'existe pas de procédure d'agrégation de préférence, d'accord ? Mais en fait, lui, ce qu'il dit là-dedans, c'est que si on classe les candidats, on n'y arrivera jamais. Donc en fait, il manque de l'information pour vérifier simultanément toutes les propriétés qu'Antoine nous a présentées. Et donc, une façon de sortir ou d'espérer sortir du théorème de Haro, c'est de donner plus d'informations aux votants ou au mode de scrutin pour que ça marche bien. Et une technique, c'est d'évaluer les candidats. Donc cette fois, vous choisissez plus un candidat, mais vous donnez une note à tous les candidats. Alors le premier effet, c'est qu'on a vraiment beaucoup plus d'informations. Parce que autant il est facile de passer des évaluations au classement, autant quand vous avez un classement, c'est pas facile de savoir si même le candidat que vous avez choisi, vous l'avez choisi parce que vous l'aimez bien ou c'était un choix par défaut. Et puis quant aux autres candidats, vous avez quasiment aucune information qui passe. Alors que là, vous évaluez tous les candidats. Alors on va se poser une première question. Une fois qu'on dispose d'une matrice où on aurait toutes les évaluations de tous les votants sur tous les candidats, comment est-ce qu'on fait pour visualiser ça ? Il y a un cas qui est tout simple, c'est le cas où on est seulement 2 candidats. Dans ces cas-là, chaque votant donne donc 2 notes, une par candidat, et on peut les représenter dans le plan. La première note, ça va être l'abscisse du votant, la deuxième note, l'ordonnée, et puis sur un petit exemple tout simple où on a 3 votants, Léa, Tom et Théo, qui expriment leur préférence sur les fraises tagada ou les sucres d'orge, on obtient un premier nuage de points très basique. Évidemment, si on a plus de votants, on a un nuage de points avec plus de points. Et si on a plus de candidats, on ne va pas se retrouver dans le plan, mais on va se retrouver dans l'espace ou dans RD, où D va être le nombre de candidats. Mais toutes les méthodes exposées dans la suite vont rester valides. Pour revenir à un mode de scrutin qu'on connaît bien, le scrutin majoritaire à un tour, ce qu'on demande en fait aux votants dans ces cas-là, c'est simplement de se placer par rapport à la bisectrice. La bisectrice, là, elle va partager le nuage de points en 2, ceux qui préfèrent les sucres d'orge de ceux qui préfèrent les fraises, et puis on va juste compter le nombre de votants d'un côté ou de l'autre de la droite. Il se trouve que les statisticiens ils se sont penchés sur le problème et on va être capable, avec leurs outils, de tirer beaucoup plus d'informations de ce nuage de points que simplement le nombre de votants d'un côté ou de l'autre de la droite. Et donc la technique qu'on a développée dans un article qu'on est en train de soumettre avec Irène, Samuela et Antoine, c'est de se dire la chose suivante. On a un nuage de points. Alors je vais prendre l'autre. Le suspense est terrible. C'est bon là ? On a un nuage de points. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va raisonner en 2 étapes. On va tout d'abord essayer de déterminer quel est le votant qui a les préférences les plus centrales par rapport au reste de la population. Et puis une fois qu'on l'aura repéré, lui, donc on aura repéré en fait qu'on aura repéré le centre du nuage, on va lui demander son avis à lui. Et puis on va lui dire, bon, alors toi, pour qui tu votes ? Et puis ça va être le candidat préféré
ce votant qui va être élu. Voilà. On l'a appelé le deepest voting parce que voilà, c'est le candidat le plus profond à qui on va demander. Et c'est là en fait où toute la richesse de la méthode va commencer à émerger parce que trouver le centre d'un nuage de points, ça a l'air tout bête comme ça, mais en fait, ça l'est pas forcément. D'accord ? Et donc, il y a plein de statisticiens qui, depuis des décennies, ont réfléchi à ce problème et ont proposé des méthodes que je vais vous présenter succinctement. Et la première d'entre elles, peut-être celle qui est la plus intuitive, c'est simplement de se dire j'ai un nuage de points qui est comme ça, et le centre du nuage de points, c'est le centre de gravité. C'est pas bête comme idée, hein, ça c'est pas très nouveau. Et le centre de gravité, c'est simplement le point qui a comme coordonnées, composante par composante, la moyenne. Donc on va regarder quelle est la moyenne du candidat 1, la moyenne des évaluations obtenues par le candidat 2, et puis ça va être ça notre centre du nuage, et puis on va comparer ces moyennes, et celui qui aura la meilleure moyenne, il va passer. C'est ce qu'on appelle le vote à la moyenne. Ça a été introduit comme étant le range voting, et ça marche bien. Par exemple, dans l'exemple qu'on avait précédemment, avec les fraises tagada et les sucres d'orge, la moyenne pour les fraises, c'est 6,67, la moyenne pour les sucres d'orge, c'est 4, pof, les fraises sont élues. C'est chouette, ça. Alors, il y a un petit problème, qui est que ce mode de scrutin, il est très, très manipulable. Alors, il y a un théorème des années 70 qui dit que tout mode de scrutin est manipulable. Là, si on suppose qu'il y a des votants qui ne sont pas très honnêtes et qui veulent optimiser les chances de leur candidat préféré d'être élu, peut-être qu'ils n'auront aucun scrupule à gonfler artificiellement la note de leur candidat préféré à 20 et de baisser la note de tous les autres candidats à 0. Alors, ça, c'est une stratégie qui est un peu risquée parce que ça veut dire que les candidats qui vont être pénalisés par cette méthode, c'est pas votre candidat préféré, mais c'est juste les candidats qui sont en dessous. Parce que les candidats que de toute façon vous détestez, vous leur auriez mis 0 de toute façon. Donc c'est un peu risqué. Ceci dit, si on veut essayer de répondre à ce problème, une alternative, c'est de réduire au maximum l'échelle des notes possibles. Cette fois, vous n'allez plus noter les candidats sur 10, mais vous allez juste noter 0 si vous les trouvez inacceptables ou 1 si vous les trouvez acceptables. Donc sur l'ensemble précédent, toutes les notes supérieures à 5, je les ai remplacées par des 1 et les notes inférieures à 5 par 0. Ça donne ça. Et puis là, si on compte le nombre de 1 ou si on fait la moyenne, c'est pareil, on retombe sur le fait que les fraises doivent être élues. Ça s'appelle le vote par approbation et il a deux avantages. Un premier avantage dont d'habitude j'ai à peu près rien à faire vu que je suis plutôt du côté théorie, c'est que c'est très facile à mettre en place. Imaginez-vous, vous arrivez dans le bureau de vote, au lieu de prendre le bulletin d'un candidat, vous en prenez autant que vous voulez et vous mettez ça dans l'enveloppe. C'est tous les candidats que vous aurez trouvés acceptables, vous votez pour eux en fait. Et ça présente un gros avantage quand, par exemple, vous êtes indécis entre deux candidats. Par exemple, si vous êtes indécis entre Le Pen et Zemmour, ou alors entre Mélenchon et Hamon, vous êtes malheureux, parce que faisant le choix, vous risquez de pénaliser celui qui aurait été élu. Alors que là, vous pouvez très bien voter pour les deux, et vous n'aurez pas de problème. Plus de vote utile. Plus de vote utile. Du coup, quand on nous demande notre avis une fois tous les 2 ans, on ne sera plus obligé de voter pour quelqu'un qui n'est pas notre candidat préféré. Ce qui est plutôt pas mal. Alors il existe une alternative à ce vote par approbation, qui est le vote à la médiane, plus connu sous le nom de jugement majoritaire. Et cette fois, on va plus s'intéresser aux moyennes candidat par candidat, des évaluations obtenues, mais à la médiane. Alors pour rappel, une médiane, c'est la note que vous allez obtenir... Non, je ne peux pas en prendre deux. Lorsque vous allez ordonner les évaluations obtenues par un candidat, de la plus petite à la plus grande, et vous allez regarder l'évaluation du milieu. Alors, en faisant ça, évidemment, si vous avez moins de la moitié des votants qui gonflent ou dégonflent artificiellement les notes, vous allez tomber sur une note honnête. Donc, c'est beaucoup moins manipulable. Ceci dit, si on regarde de nouveau notre petit exemple initial, on se rend compte que les fraises, ici, la médiane, c'est 5. Vous voyez, les notes sont bien ordonnées. Quand on prend celle du milieu, c'est 5. Et la médiane des évaluations reçues par les sucres d'orge, c'est 6. Désolé, si.
C'est un peu irrégulier. Et du coup, le sucre d'orge, je peux peut-être continuer comme ça, non? Hein? Non, je ne peux pas. Bah alors je vais rester là. Du coup, lorsque vous regardez les notes reçues par les fraises et les sucres d'orge, eh ben, la médiane des sucres d'orge est plus élevée que celle des fraises. Alors en soi, ça pourrait ne pas être choquant. Là où c'est un peu ennuyeux, c'est quand même que sur 3 votants, il y en a 2 qui préfèrent très largement les fraises. Et le 3e, globalement, il s'en fiche. Donc, ok, on pourrait dire c'est pas très grave. Là où ça devient un peu plus embêtant, c'est que si vous rajoutez plein de clones de Léa et plein de clones de Théo, eh ben, ça ne change pas le résultat. C'est-à-dire que vous avez 2001 votants, vous en avez 2000 qui préfèrent largement les fraises, et ben, c'est les sucres d'orge qui sont élus. Donc ça, c'est un petit problème quand même du jugement majoritaire qui s'affranchit un peu de l'information que vous avez sur les évaluations et qui s'en affranchit un peu trop. J'ai besoin de tout ? Non ? Voilà. Et peut-être même un peu trop. Donc voilà. Pour faire la synthèse, on a, en passant des votes aux notes, a priori des avantages. Seulement, si vous prenez des moyennes, c'est plutôt manipulable. Si vous prenez des médianes, c'est sensible à certains paradoxes et on n'a pas vraiment avancé. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire autrement ? Oui. Et justement, vous avez donc les statisticiens qui ont introduit des outils merveilleux, c'est beaucoup merveilleux, mais c'est pas mal, qui s'appellent les fonctions de profondeur. Et qu'est-ce que c'est qu'une fonction de profondeur ? Eh bien, ça va être une fonction, là vous en avez quelques exemples de visualisation de certaines, merci Irène. On ne va pas parler de toutes celles-là, simplement, voilà, c'est une fonction qui va partir de RD, c'est-à-dire de l'ensemble en fait où se trouve votre nuage de points, et qui va associer à chaque point de cet espace, donc par exemple à chaque point du plan, si vous êtes dans R2, une valeur positive, qui va être très grande si vous êtes au milieu du nuage de points, et qui va décroître à 0 à l'infini. Donc vous pouvez voir ça ici comme des profondeurs, donc c'est des fonctions de profondeur. Et il existe une grande variété de façons de choisir votre fonction de profondeur de façon différente, qui sera à chaque fois associée à un mode de scrutin différent. Et on va s'intéresser à une certaine famille de fonctions de profondeur, donc les weighted LP-depth, comme l'a dénommé très poétiquement Tsuo en 2004. Et donc ces familles, elles sont basées sur une idée que je trouve très belle, très simple, et qui va être basée en fait sur la distance entre le point où vous cherchez à calculer la profondeur et tous les autres points du nuage de points. Ici, à gauche, si vous regardez le point vert dans lequel vous cherchez à calculer sa profondeur, eh bien, vous allez sommer toutes les distances qui le séparent des autres points du nuage de points. Vous voyez que c'est des petites distances, c'est ce qui est en vert là. Donc Tsuo a dit, une bonne idée, ça pourrait être que la profondeur, c'est 1 divisé par 1 plus cette somme de distances. Donc ici, comme la somme des distances est petite, 1 divisé par un truc pas trop grand, ça va être assez grand. Par contre, si vous éloignez le point, donc le point orange ou le point rouge, vous voyez que les distances aux autres points du nuage de points vont augmenter. Et à ce moment-là, on va diviser, on va dire que la profondeur, c'est 1 sur 1 plus quelque chose qui est de plus en plus grand. Donc ça va tendre vers 0 quand le point il va s'éloigner à l'infini. Alors, maintenant, attention, il y a les formules. Donc là, c'est les 5 minutes où il faut s'accrocher. On les a mises à la fin, juste avant. Vous avez bien faim, vous êtes fatigué, c'est cool. Donc, analytiquement, la formule de la profondeur de Tsuo, elle s'exprime comme ça. Donc, comme je vous disais, c'est du 1 sur 1 plus. Et là, ce n'est pas exactement la somme des distances, mais c'est une somme pondérée, avec un petit oméga, donc de distance LP. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous ces distances LP. La distance qu'on utilise classiquement, c'est la distance L2, la distance euclidienne. Et donc, si vous vous souvenez, c'est la racine de la somme des différences au carré entre les composantes. C'est ce qu'on retrouve à l'avant-dernière ligne, quand je dis que la norme 2, c'est ça. Et bien là, le 2, vous pouvez le remplacer par n'importe quel P. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est intéressé plus particulièrement au weighted LP-depth lorsque le poids il est de la forme XP.
Pourquoi? Parce que ça va nous simplifier la vie, parce que le puissance P va se simplifier avec le puissance 1 sur P que vous avez là-haut. Et ça on aime bien. Vous allez voir après. Donc, juste pour visualiser ça sur un exemple, un nuage de points quelconque, donc des points qui sont entre 0 et 1, eh bien, on a donc calculé cette nappe, cette fonction qui va de R2 dans R, donc c'est comme une nappe. Lorsque P vaut 1, on a obtenu ça, donc avec un centre, un point qui maximise cette nappe qui va être le centre du nuage de cette forme. L2, on a autre chose, L3 aussi, etc. Et puis on peut choisir comme ça, P comme on veut. Bon, très bien. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à cette famille de fonctions de profondeur? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose qui est assez intéressant, c'est que lorsque P égale 1, le centre, il correspond exactement au centre qu'on aurait obtenu avec le vote à la médiane. Donc la médiane dénote composante par composante. Et quand P égale 2, on retombe sur le range voting, donc le vote à la moyenne. Et je vais même vous montrer comment on a réussi à retrouver ça. Alors, si vous vous souvenez bien, avec la première ligne, on a cette fonction de profondeur, là, qui est un peu simplifié parce qu'on a fait le poids qui simplifie la puissance 1 sur P, donc on ne l'a plus. Et puis pour passer de la première à la deuxième ligne, on fait quelque chose qui est magique, c'est-à-dire qu'on va intervertir les deux sommes. Et ça, on a le droit parce qu'on n'est plus sous la racine, enfin bref. Et du coup, on va passer d'une situation où on a une somme au dénominateur de termes qui dépendent de tous les candidats à des sommes sur les candidats qui dépendent de tous les votants. Et ça va vraiment nous simplifier la vie parce qu'on va pouvoir isoler comme ça toutes les composantes de X, toutes les coordonnées de X, donc X1, X2, etc., XD, qui ne va plus dépendre que des composantes associées à ce candidat-là. Et déjà, rien qu'en faisant ça, on est très content parce que ça va nous permettre d'obtenir la propriété d'indépendance par rapport aux autres candidats dont vous a parlé Antoine avant. Et puis, si vous regardez cette dernière ligne, vous vous rendez compte que pour maximiser cette fonction de profondeur, il va falloir minimiser chacun des termes de la somme d'une différente couleur. Bon, et bien minimisons ça. Il va falloir le minimiser par rapport à x. Donc vous voyez que j'ai nommé cette quantité Q1. Et donc Q1 va falloir la minimiser par rapport à x. Donc là, c'est la partie maths. Il y a encore 2 minutes à s'accrocher. Après, c'est bon. C'était pas mal pour des SML, il faut un peu quand même. Bon, donc... Donc vous avez Q1, vous dérivez ça, et puis vous allez essayer d'annuler cette dérivée, parce que vous avez vu que votre fonction, elle est convexe, et donc quand vous allez annuler la dérivée, ça va bien correspondre à un minimum. Et vous cherchez le minimum. Et lorsque vous faites ça, vous dérivez Q1', eh bien les 2 sur n vont sauter, il va vous rester n fois x qui doit être égal à la somme des évaluations de 1, et donc x, c'est la moyenne des évaluations obtenues par le candidat 1. Et puisque vous faites ça indépendamment candidat par candidat, vous vous rendez compte que, en fait, votre centre, ça va être le point qui va être la moyenne des évaluations candidat par candidat, et vous retombez bien sur le range voting, le vote à la moyenne. De façon analogue, vous pouvez faire la même chose avec P qui vaut 1 et vous retombez sur la médiane composante par composante ou candidat par candidat. Et donc, on a trouvé que cette famille, elle était très intéressante parce qu'elle généralisait en fait tout ce qu'on connaissait déjà sur le sujet et les méthodes classiques. En plus, on a réussi à montrer que le fameux théorème de Haro, il saute pour n'importe quel élément de cette famille, des weighted LP depth, puisqu'on a à la fois unanimité, anonymat, universalité, indépendance, enfin tout ce que vous voulez, quoi, hein, et non-dictature. Donc on était bien contents. En conclusion, parce que là on n'a plus le temps, donc en conclusion, en fait, le deepest voting, comme on l'a pensé, il présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il généralise les principaux modes de scrutin qu'on a pu croiser sur les évaluations, comme le vote à la moyenne ou le vote à la médiane, ce qu'on vient de voir. Et il tire profit d'une information bien plus large que ce qu'on avait avant sur les modes de scrutin de la première partie. En plus, ce qu'on a choisi de vous présenter ce soir, c'était vraiment juste des modes de scrutin issus d'une famille de profondeur, les weighted LP depth, qui est assez réduite en fait. Et je ne vous ai pas parlé d'autres profondeurs qui auraient amené à des modes de scrutin vraiment très différents
et sur lesquels on n'a pas encore totalement perdu l'espoir d'avoir des propriétés super intéressantes. D'accord, mais là, il faudra revenir dans 5 ans. Aussi, on a vu juste précédemment que, au moins pour les modes de scrutin de cette famille-là, ils sont plus sensibles au théorème de Haro, et qu'ils sont aussi moins sensibles à de nombreux autres paradoxes dont Antoine vous avez parlé un petit peu avant, comme le reinforcement, c'est-à-dire... Tu te souviens ? Enfin, il y a d'autres paradoxes qui sont plus des paradoxes pour cela, quoi. Oui, rassemblement. Ouais. Donc il y a plein de... Voilà, ils ont plein de propriétés intéressantes. Et du coup, ça vient battre un peu en brèche cette vieille idée qu'on a depuis 70 ans, que les modes de scrutin, en fait, ils ont tous leurs défauts, etc., etc. Oui, ils ont tous leurs défauts lorsqu'on s'intéresse juste à des modes de scrutin qui sont basés sur les classements des candidats, mais dès qu'on nous demande d'évaluer les candidats, et à ce moment-là, il y a plein de ces défauts qui peuvent éventuellement disparaître si vous choisissez bien votre fonction de profondeur, et qui peuvent donner des choses totalement nouvelles auxquelles on n'avait pas forcément pensé avant. Pour vous donner juste une idée, et avant de conclure pour de vrai, le scrutin majoritaire à 2 tours, il a été introduit en 1962 par le général de Gaulle. Alors on rigolait de Abdoulaye Wade au Sénégal en 2012, mais une des raisons qui avait été invoquée, c'était pour contrer le Parti communiste. Donc c'est le choix du mode de scrutin, il est éminemment politique, il n'est évidemment pas que mathématique, il y a plein de contraintes autres qui sont pas les miennes, mais ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, pour donner une petite analogie, au niveau informatique, en 1962, le disque dur le plus volumineux, il a 5 mégaoctets de mémoire. D'accord ? Donc ce qu'on a choisi à l'époque, c'était peut-être le choix le plus optimal à l'époque, mais en fait, les choses changent, les choses évoluent, et peut-être qu'aujourd'hui, cet outil qui était magnifique en 1962, il est peut-être un peu dépassé. Et en tout cas, on travaille, on espère qu'on vous aura un petit peu convaincu là-dessus. En plus, on a fait quelques simulations qui ont été un petit peu dans le sens de nos intuitions et nos convictions, à savoir qu'il y a des modes de scrutin qui vont permettre d'élire des candidats qui sont bien plus clivants que d'autres. Alors on s'y attendait, mais pour ne parler que d'eux, les scrutins majoritaires à 1 et 2 tours, eh bien, il suffit d'avoir le support de la moitié de la population pour être élu, et on s'est rendu compte dans certaines simulations que, eh bien, en effet, les candidats qui étaient choisis par ces modes de scrutin étaient bien plus clivants que d'autres qui étaient élus, par exemple, avec le scrutin de Borda, où il faut, à ce moment-là, être bien vu de toute la population, être beaucoup plus consensuel pour avoir une chance d'être élu. Et il y a quelque chose sur lequel je voulais insister dans cette conclusion, c'est qu'on a vu à la première partie combien les modes de scrutin sont super importants pour déterminer le vainqueur d'une élection, évidemment. Ils le sont également, super importants, dans la façon dont vont se comporter les candidats à ces élections. Parce qu'évidemment, les candidats sont intelligents, et si vous leur dites « Attention, vous avez un mode de scrutin où il faut être super consensuel pour l'emporter », ils ne vont pas se comporter de la même façon que si vous leur dites « Il suffit que vous ayez le support de 51% des gens, et puis ça va passer ». Donc, non seulement les résultats d'élections vont être différents, mais même tout ce qu'on va entendre dans les élections va être différent. Et ça, c'est des choix de société, à mon sens, très forts, dont on n'entend jamais parler. Voilà. Et d'ailleurs, avant de commencer à bosser sur le sujet, pour moi, démocratie, c'était égal à élection et c'était égal à scrutin majoritaire à 2 tours. En fait, c'est faux. Voilà. Dernier point que je regrette d'avoir mis en dernier point, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui est spécifique à ces modes de scrutin par évaluation, c'est qu'en fait, cela aussi, il pourrait nous donner la possibilité d'avoir un moyen simple de refuser tous les candidats. Par exemple, si on considère le vote à la moyenne, et que la moyenne de tous les candidats est inférieure, je ne sais pas moi, 8 sur 20, et on pourrait très bien dire que non, cette fois, il n'y a pas eu de rencontre entre un peuple et un homme, comme disait De Gaulle, et que les élections n'ont pas été satisfaisantes, donc il faudra peut-être en recommencer une fois, ce qui n'est pas le cas ici, puisque en ce moment, nous, on a toujours un vainqueur. Donc voilà. Et voilà. Donc ça pourrait être fait aussi en comptant peut-être les votes blancs ou des choses comme ça actuellement, mais en tout cas, il y a peut-être une méthode un peu plus directe avec ces deep post-voting. Voilà. Et écoutez, je crois que je vais rester sur ces considérations et puis vous remercier pour votre attention.
Alors, je vais vous laisser poser quelques questions. La seule contrainte, bien sûr, c'est de poser les questions dans le micro pour que ça puisse être sur la captation. Est-ce qu'il y a des questions pour nos orateurs? Oui. Par rapport aux fonctions de profondeur, je voulais savoir si jamais il y a un petit groupe de personnes qui va mettre 10 sur 10 à un candidat, oui, c'est ça, un candidat, est-ce que ça va changer, est-ce que ça va faire une aberration ou changer drastiquement la fonction ou pas? Eh bien, a priori, pas trop, vu que ces fonctions, elles sont justement la plupart du temps réfléchies pour être robustes et justement pour ne pas être sensible à ce genre de choses. Donc, a priori, je dirais pas systématiquement. Elles ne sont pas systématiquement sensibles à ça. Même si on imagine bien que dans un cas parfaitement symétrique, il y aurait 5 personnes qui pensent quelque chose et 5 autres personnes qui pensent quelque chose, la plupart des fonctions de profondeur, elles vont dire que c'est le point médian sur lequel il n'y a personne absolument, mais c'est comme prendre la médiane, ou comme prendre la moyenne sur une distribution bimodale, ça n'a pas de sens. Donc il faut quand même, pour que ça ait du sens, il faut que votre distribution statistique, elle ne soit pas complètement bimodale non plus, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas juste 2 pics et rien au milieu. Et on imagine, pour que ça marche bien, qu'il y ait quand même que le centre du nuage de points, il correspond quand même à peu près à un centre de population. Mais après, c'est le problème. De toute façon, si on est face à une population qui est complètement scindée en deux sur le... Enfin, si vous avez 50% pile de la population qui met 20 au candidat A et 0 au candidat B, et 50 autres % de la population qui met 20 au candidat B et 0 au candidat A, il n'y a aucun bon mode de scrutin pour sortir de cette impasse, quoi. Et en plus, moi j'ai toujours un peu de mal avec cette notion de manipulabilité, puisqu'on n'a aucune idée sur la sincérité d'aucun vote, en fait. Et même si quelqu'un met 10, est-ce qu'on doit le virer des votes parce qu'il a mis 10? Pourquoi? Pour quelle raison? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'ailleurs, et puis on a vu, ça mène après à des paradoxes avec le jugement majoritaire, qui ne sont pas, à mon sens, intéressants. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à vraiment prendre en compte toute l'information qu'on nous donne, quitte à peut-être à plus tomber dans le jeu des manipulateurs. Bon, mais c'est personnel, hein, c'est pas mathématique. Bonsoir. Je me demandais juste, du coup, le problème avec ces systèmes, avec les fonctions de profondeur, etc., c'est peut-être aussi qu'elles sont un peu compliquées pour le commun des personnes, et du coup, à mettre en place, en termes de scrutin, c'est pas terrible. Enfin, oui. C'est un peu le problème. Du coup, est-ce qu'il y a des scrutins qui ont des bonnes propriétés, qui seraient simples et accessibles éventuellement? Le vote par approbation. Enfin, la conclusion à laquelle on est arrivé à 4 là, en étudiant tous les modes de scrutin, c'est de se dire que finalement, enfin, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a une acceptabilité sociale, qu'il faut qu'on comprenne comment fonctionne le mode de scrutin si on veut faire confiance à la personne qui est élue. Et en particulier dire, oui, donnez-moi vos préférences et je vais vous dire qui va être élu grâce à ma fonction LPDS avec P qui vaut 3,4. Voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas grand monde qui sera d'accord. Par contre, le vote par approbation, il a des très bonnes propriétés et il est très simple à mettre en œuvre. Moi, c'est le scrutin que j'utilise avec mes étudiants quand on vote pour les délégués de promo. Voilà, vous avez le droit de voter pour qui vous voulez à la fois. Vous mettez autant de noms que... Enfin, toutes les personnes dont vous pensez qu'elles pourraient être un bon délégué de promo, vous mettez leur nom et puis on regarde celui qui a le plus de voix. Et ça, c'est très simple à comprendre. Et ça a des bonnes propriétés. Enfin, toutes les propriétés qui sont vérifiées, enfin que j'ai présentées tout à l'heure, elles sont vérifiées par le scrutin d'approbation. Ouais. Et oui, et c'est vrai, et que c'est très très différent de poser la question quel est votre candidat préféré et de poser la question quels sont les candidats que vous pensez aptes pour le job. C'est un autre monde, même s'il n'y en a qu'un, c'est complètement un autre monde. Et en fait, mon rêve à moi, c'est bien sûr, c'est vrai qu'il ne faut pas se sentir dépossédé d'un mode de scrutin parce qu'on ne comprend pas comment ça marche, évidemment. Et puis passer au vote par approbation, si vous voulez, c'est comme si d'un seul coup on avait la télé en noir et blanc, alors qu'on n'avait pas avant. Ce serait génial. Ceci dit, mon rêve le plus fou, ce serait que dans quelques décennies, eh bien, on soit tous suffisamment formés pour se dire, eh ben voilà, la télé en noir et blanc c'était bien, mais peut-être que maintenant on peut avoir la télé couleur. Voilà. Ceci dit, il y a des expérimentations, ça peut être intéressant de le dire. Là, depuis 2017, enfin,
les modes de scrutin que Jean-Baptiste a présentés, en particulier le vote majoritaire, il y a eu des expérimentations faites par les promoteurs de ce vote de scrutin qui sont Balinski et Michel Balinski et Reda Alaraki, qui sont deux chercheurs à Polytechnique, enfin étaient pour Balinski, avant qu'il soit mort en tout cas. Donc ils ont fait une première expérimentation en 2002, justement, sur le scrutin par approbation, qui était extrêmement intéressante. Ils ont recommencé en 2012, et puis en 2017 et maintenant, il y a plusieurs initiatives qui s'appellent citoyennes, qui visent à promouvoir des scrutins type vote par approbation ou vote par assentiment, c'est-à-dire scrutin jugement majoritaire, pour les présidentielles, en disant, voilà, ça s'appelle Mieux voter en 2017. Il y a une expérimentation qui s'appelle la primaire populaire là, qui a eu lieu cet été, qui a lieu encore en ce moment, pour essayer de faire émerger un candidat unique à gauche. Donc c'est une initiative partisane, mais ils utilisent le vote par approbation en disant, voilà, plutôt que de dire d'être chacun dans son parti, on va dire pour qui vous aimeriez voter, et chacun vote pour autant de candidats qu'il veut, en disant, je suis d'accord pour que lui représente mes couleurs. C'est une primaire, mais avec un vote par approbation. Ceci dit, enfin, Jean-Baptiste l'a mentionné à la fin, mais si les primaires au sein de chacun des partis utilisaient le vote par approbation et pas le scrutin majoritaire à deux tours, tous les candidats auraient un vrai intérêt à apparaître comme le candidat le plus consensuel et le plus au centre du jeu, et non pas juste à essayer de convaincre 50,1% des électeurs de voter pour eux, au détriment des 49,9% en face. Mais ici encore, c'est un choix de société. Et peut-être qu'à la fin, on décidera qu'en fait, c'est mieux comme ça, pour une raison X, Y, qui m'échappe totalement en tant que mathématicien. Et voilà. Et peut-être qu'à la fin, c'est celui-là le meilleur pour d'autres raisons. Hein. Mais pas mathématiquement. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui. À chaque fois, il semblait y avoir un prérequis, c'est qu'à la fin, il fallait sélectionner une personne. Mais est-ce que, par exemple, le théorème d'Arrow, il reste vrai si l'objectif, c'est d'élire un collège ou un duo, ou par exemple 2 délégués de classe Est-ce qu'à ce moment-là, il y a un mode de scrutin qui aurait plus de qualité que d'autres, moins de défauts? Et effectivement, on n'a pas été explicite du tout, mais on s'est mis dans le cadre du scrutin uninominal, c'est-à-dire où on veut élire une personne. Et on s'est mis en fait dans un cadre encore plus restreint, parce que le théorème d'Arrow, il dit quelque chose, c'est on veut élire une personne, mais à partir d'une relation de préférence qui est transitive, qui est complète et transitive. Donc en fait, à partir du moment où on a une relation de préférence qui est complète et transitive, on peut élire le nombre de personnes qu'on veut, il suffit de prendre les X premiers si on veut en élire X. Voilà. Les élections de collège, alors moi je suis moins spécialiste de ça. Il y a des scrutins qui visent à élire plusieurs personnes à la fois. Quand on a les modes de scrutin les plus connus, c'est des scrutins de liste à la proportionnelle. Vous allez avoir plusieurs listes qui sont les unes face aux autres, et vous allez répartir les sièges dans l'Assemblée au prorata des voix obtenues par les uns les autres. Alors si vous voulez, j'ai des slides tout prêts pour une conférence de 2 heures sur le scrutin proportionnel, mais je pense que ça va. Mais il y a aussi des mauvaises propriétés au scrutin proportionnel. Et il y a aussi des bonnes propriétés, naturellement, mais il y a aussi des paradoxes mathématiques dans le scrutin proportionnel qui peuvent apparaître. En fait, voilà, à chaque fois qu'on essaye de simplifier une situation, soit en réduisant drastiquement les préférences, en passant de préférences individuelles à une préférence collective, soit en passant de X milliers de votes à 100 sièges, et bien à chaque fois qu'on simplifie comme ça, on a des effets paradoxaux qui apparaissent. Quoi. Une dernière question, peut-être ? Je me pose juste la question des votes, par exemple, où on fixerait le nombre de personnes, le nombre de votes, par exemple, on vote pour 3 personnes, chacun vote pour 3 personnes, mais à la fin, il n'y en a quand même qu'une seule qui est élue, celle qui en reporte le plus. Ça, c'est des variantes. Alors, ça peut être une variante du vote par approbation où on n'a droit qu'à X bulletins. Il y a
des variantes du scrutin de Borda qui s'appelle du Borda tronqué, où vous ne pouvez classer que 5 personnes, même s'il y a 15 candidats. Et vous pouvez donner 5 votes à l'un, 4 votes à l'autre, etc. Ça existe aussi. De mémoire, il y a aussi des méthodes de vote où vous avez un nombre de voix, un nombre de points à votre disposition. Par exemple, vous avez 10 voix et vous les mettez sur qui vous voulez. Vous pouvez donner les 10 voix à la même personne ou une voix à 10 personnes, etc. Fondamentalement, alors il y a des petites différences, mais fondamentalement, à la fin, vous avez toujours des paradoxes qui apparaissent. Voilà, c'est inhérent. En fait, c'est inhérent au fait que on essaye encore une fois, de réduire vraiment l'information qui est portée par beaucoup d'individus en une préférence collective. Et il y a certaines propriétés qui vont être un peu meilleures que d'autres qui vont apparaître et être un peu paradoxales. C'est toujours à partir du moment où on reste dans le même cadre, c'est-à-dire on a des préférences au départ et on ne donne pas des notes, on ne sort pas de ce théorème d'Arrow. Mais oui, il y a eu une inventivité folle sur les modes de scrutin. Ça, après, il y a quand même une raison pour laquelle on continue à avoir des scrutins majoritaires à 2 tours. Ça a été dit. D'abord, c'est des scrutins qui sont facilement compréhensibles, et ensuite, on peut les mettre en œuvre facilement, et les autres modes de scrutin n'ont pas convaincu non plus d'être bien meilleurs pour un coût équivalent. Merci à vous. On vous applaudit encore une fois. Alors, avant de vous libérer, de vous laisser partir, parce qu'il y a un pot convivial, vous n'avez pas attendu si longtemps pour rien, il y a un pot convivial qui va se dérouler à l'étage, je vais vous en dire plus dans 2 petites minutes. Il me reste 2 choses à vous dire. La première chose, c'est annoncer les soirées qui vont arriver par la suite. Donc, avant Noël, vous allez être gâtés en décembre, puisqu'il y a 2 soirées qui vont se dérouler. La prochaine SML, ça sera Paul Vigneault, à l'École centrale de Lyon, le 13 décembre à 20h. Sachant qu'il y a un car qui sera apprêté à partir de la Doua à 19h, qui permettra d'aller à l'école centrale en car. Donc avec tous vos copains dans le car, vous pouvez aller à l'école centrale assister à la conférence de Paul Vigneault, qui s'appellera « Modélisation des avalanches ». Autre conférence, c'est celle de Sylvain Moulin, qui sera cette fois-ci à l'INSA, dans le cycle de conférences de l'INSA, le 14 décembre, le lendemain. Si vous avez encore de l'énergie après celle de Paul Vigneault, vous pouvez venir voir Sylvain Moulin, qui sera ici, et donc à 19h cette fois-ci. Le thème n'est pas encore connu, mais on vous le dira en temps et en heure. Si, philosophie mathématique, on me dit. Voilà. Et dernière chose, vous connaissez peut-être l'événement Enigmatinsa qui a eu lieu à l'INSA. On va effectuer très rapidement le tirage au sort d'une bonne réponse parmi les 10 bonnes réponses qui ont été données. La bonne réponse était 16,26 degrés. Et simplement, je vais demander à Jean-Baptiste de me donner un nombre entre 1 et 10. 5, c'est ton préféré. T'as choisi ton mode de scrutin pour me donner le nombre ou pas? D'accord, tu me dis 5. Eh bien 5, dans ce cas-là, ça devrait être cette personne-là, ouais. Et il s'agit de Alexandre Rosard, qui je crois est là. Voilà, Alexandre. C'est en plus un de mes étudiants. Donc tu auras un prix, tu demandes à Guillemette, tu viendras chercher ton prix auprès de Guillemette. Voilà, pour cette bonne réponse à l'énigmate. Bah, je crois que j'ai tout dit. Je peux faire de la pub sauvage? Je t'en prie, vas-y. Si vous aimez boire des coups et parler mathématiques et statistiques en particulier, Jean-Baptiste et moi, on aime aussi animer des conférences qui s'appellent les cafés de la statistique. Et après 2 années de Covid, les cafés de la statistique reviennent mercredi prochain, enfin dans 10 jours, voilà, c'est 4 fois par an, et là, c'est vraiment, on a repris une phrase qui a été prononcée en début d'année dans une campagne de communication ministérielle. On peut débattre de tout, mais pas des chiffres. Et alors, en entendant ça, les cheveux de tous les statisticiens français se sont hérissés, parce que s'il y a une chose dont on peut bien débattre, c'est comment sont construits les chiffres, en particulier les chiffres du débat public. Et donc, nous avons demandé à Fabrice Bardet, qui est directeur de recherche en sciences politiques à l'ENTPE, et qui est un disciple de Alain Desrosières, un des Rosières fondateur vraiment de la sociologie de la quantification, de venir nous éclairer sur est-ce qu'il est vraiment interdit de débattre des chiffres. Voilà. Et en plus, la bière est bonne. Voilà. Merci.
Pour le pot, ça se déroule en salle 202-203 à l'étage, ici. Pour l'instant, c'est fermé à clé, mais j'arrive, je vais vous ouvrir la porte. Hein. Vous inquiétez pas. Et vous pouvez continuer à poser des questions pendant le pot à nos conférenciers qui vont vous rejoindre là-haut. Merci beaucoup à tous d'être venus.